Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qui est les stratégies pour une bonne réussite dans le monde de la data. Pourquoi est-ce que je suis qualifiée aujourd'hui pour en parler? Eh bien, parce que j'ai 3 à 4 ans d'expérience spécifiquement dans le domaine d'IT en tant que chargée de recrutement, et j'ai fait ma reconversion il y a à peu près 3 ans pour devenir data scientist aujourd'hui. Du coup, maintenant j'ai tous les tips pour que vous ne puissiez pas subir ce que j'ai subi, et directement avoir le type de job que vous voulez. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous montrer un sommaire, histoire de voir de quelle manière est-ce qu'on va organiser donc, notre petite conférence, afin que vous puissiez le comprendre au mieux possible. On va voir c'est quoi la data et ses métiers principaux, donc je vais faire que les 3 métiers principaux. L'emploiement en ESN en entreprise, les CV et les entretiens. Donc ça va être relativement généraliste, mais il y a énormément de choses qui ne sont pas faites correctement la plupart du temps. Et je pense que ce type de choses pourront vraiment aider certaines personnes pour décrocher leur job. Ok, alors les questions à se poser du coup quand on est en train de faire notre conversion. Je pense que vous vous êtes tous posé ces questions, mais bien entendu je vais quand même les mettre ici. C'est pourquoi est-ce que vous orientez dans la data, et surtout si vous souhaitez être data analyst, data ingénieur, data scientist, qu'est-ce que vous comptez avoir comme compétences à développer? Est-ce que vous allez vous fixer sur tout ce qui est programmation, statistique, machine learning? Est-ce que vous allez justement développer certaines choses que vous ne possédez pas, telles que la communication, etc. Vous allez apprendre justement l'observation, l'esprit d'analyse que vous n'avez pas si vous souhaitez devenir data analyst. Les types de choses qu'il faut vraiment garder en tête, mais ce n'est pas la partie la plus importante, donc passons. Ok, c'est quoi du coup les métiers principaux dans la data aujourd'hui? Eh bien dans la data, les métiers que nous allons rencontrer, ça va être en tout premier data analyst. Je pense que vous connaissez tous, c'est quoi un data analyst? C'est vraiment la personne qui vient et qui est capable justement de prendre toute la base de données, tout ce qui existe en dataset, les traiter correctement, faire en sorte que ce soit tout propre, tout beau, mettre ensuite de la visualisation dedans afin de pouvoir extraire les choses et les informations les plus importantes pour ensuite faire en sorte que les personnes qui sont capables d'appliquer cette stratégie soient capables justement de le faire avec les meilleurs insights en tête. Donc vraiment ici, ce qu'on doit retenir, c'est vraiment ça. On est sur du business, de la communication, de l'observation, du traitement de la donnée. Si on passe ensuite sur le data scientist, le data scientist c'est un peu tout, parce qu'il est obligé de faire des maths, des stats, de l'informatique, du machine learning, du deep learning. Il est également obligé d'avoir des compétences en programmation, de savoir pas mal d'algorithmes en machine learning, deep learning, et avoir d'excellentes compétences de communication et surtout de résolution de problèmes. Du coup, vous allez me dire, mais attendez, en data analyst, data scientist, il y a pas mal de choses qui se regroupent. Et oui, effectivement, ça se regroupe pas mal. La chose vraiment qui distingue le data scientist, c'est qu'il va, en plus de tout ce que fait le data analyst, faire des modèles prédictifs et faire des solutions qui permettent du coup aux entreprises de comprendre comment ça va se passer à long terme. Donc ça va être vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe et ça va être un pas en avant. Mais je suis d'accord que sur pas mal de choses, le data analyst et le data scientist se ressemblent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que data analyst, aujourd'hui, un métier en grande expansion, on en a besoin tout le temps. Vous n'allez pas croire toutes les TPE, PME qui ont vraiment besoin des data analysts parce que tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est stocker leurs informations sur un Excel. Data scientists, il se trouve que les plus grosses entreprises ont plutôt besoin de data scientists, ce qui fait que la demande n'est pas aussi forte, mais elle reste quand même relativement forte. Mais il faut vous dire que pour être data scientist, vous allez avoir non seulement besoin de beaucoup de données, mais aussi de beaucoup de support afin de pouvoir faire ce type de choses. Parce qu'un data scientist, s'il n'est pas entouré par un data analyst, un data ingénieur, il va avoir quand même du mal à s'en sortir. Et la seule chose du coup, que le data scientist n'est pas censé faire, je dis bien censé entre guillemets, c'est être data ingénieur. Mais sinon, il est censé tout faire. Donc, qu'est-ce que c'est que le data ingénieur? Eh bien, le data ingénieur, on appelle communément le plombier dans le monde de la data parce que c'est la personne qui s'occupe de tout ce qui est prendre ces données énormes, récupérer en fait toutes ces choses et les mettre de manière toutes bien, toutes propres, afin que les data analystes ensuite et les data scientists puissent les analyser tels qu'il le faut. Donc, cette personne-là,
elle n'est pas censée faire de la visualisation, elle n'est pas censée faire du business, ce n'est pas censé être les choses qu'on lui demande. C'est vraiment une personne qui va rester uniquement entre personnes techniques. Certes, elle va devoir faire de la résolution de problèmes de communication, mais justement, c'est ça qui fait le beau trio entre eux trois, un data analyst, un data scientist et un data ingénieur. Dans une équipe, ce serait vraiment le trio parfait pour pouvoir fonctionner. Du coup, pour passer à la suite, les points clés à retenir, c'est que si vous souhaitez obtenir un de ces métiers, il faut vraiment avoir un gros intérêt pour l'analyse des données, forcément. Avoir quand même pas mal de compétences en mathématiques. Je sais que ce n'est pas super pour tout le monde, mais vous avez besoin de certaines bases. Avoir évidemment l'esprit d'équipe et de communication, parce que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, autant pour le data analyst que le data scientist, même si le data ingénieur va l'avoir un tout petit peu moins. Vous allez devoir discuter avec d'autres clients, vous allez devoir discuter avec d'autres équipes qui ne vont pas être capables de comprendre c'est quoi les problèmes. Et par conséquent, si vous n'êtes pas capable en tant que data ingénieur d'expliquer pourquoi, vous n'êtes pas capable de mettre, je ne sais pas, 50 ou 600 tétrabytes de données sur un Excel, ça va mal passer. Et vous êtes censé pouvoir le faire de manière intelligible, gentille, et afin que la personne puisse le prendre bien et faire du coup la chose que vous lui recommandez. Et la dernière chose, bien entendu, l'apprentissage continu. Parce que si vous avez l'impression que juste en venant, faisant un bootcamp ou juste en passant un master, vous allez pouvoir apprendre tout ce qu'il y a à savoir, ce n'est pas le cas. Le monde de la data est juste en train de se développer. Il y a énormément de choses qui sont en train de naître dans tous les sens. Et ce qui se passe, bien évidemment, c'est qu'il y a toujours des nouveaux outils, il y a toujours des nouvelles techniques, il y a toujours de nouvelles choses. Donc, vous allez vraiment devoir vous forcer à avoir un type d'emploi de temps qui vous permet de caler au moins 15 minutes dans votre journée afin de savoir quels sont les nouveaux outils, quelles sont les nouvelles techniques, est-ce qu'il y a des nouveaux algorithmes. C'est vraiment la chose qui va vous permettre de rester dans cet emploi. Donc si ces quatre choses sont vraiment des points qui vous intéressent et sur lesquels vous pensez ne pas avoir de problème, je pense que l'un de ces jobs est pour vous. Ensuite, comment faire pour trouver le bon poste? Bien évidemment, pas si simple. Mais du coup, nous allons voir ça. Et la chose sur laquelle je vais me concentrer, c'est justement, est-ce qu'on va partir sur tout ce qui est ESN ou entreprise? Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà travaillé en entreprise, donc je ne vais pas rentrer dedans. Par contre, je vais vous parler de tout ce qui est l'ESN, parce que c'est un peu ma spécialité. J'ai travaillé énormément avec les ESN, surtout avec des grosses boîtes, ce qui fait que j'ai traité aujourd'hui avec plus de 22 projets en IT, avec des équipes entre 7 et 50 personnes. Donc, c'est quoi une ESN? Est-ce qu'à l'événement, il y a des personnes qui savent c'est quoi une ESN? Ok, ça marche, cool. Donc, une ESN, entreprise du service du numérique. On va passer rapidement dessus, mais pour ceux qui ne savent pas, il y avait 370 000 salariés en ESN en 2016, et ce chiffre ne fait que grimper. Et aujourd'hui, du coup, si vous voulez savoir, il y a plus de 220 ESN qui sont juste à Lyon. Juste à Lyon, c'est le chiffre. On ne compte même pas celles qui sont à Paris ou aux alentours. C'est énorme. Donc, le modèle économique, c'est quoi? Eh bien, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ESN va vous recruter en tant que consultant sur une durée de 3 à 6 mois, voire 3 ans, afin de pouvoir justement louer vos compétences et vos services à d'autres personnes, donc d'autres clients. Donc, le fonctionnement, c'est que l'ESN vous prend parce qu'il y a déjà quelqu'un, donc leur client, qui est venu en disant « Nous avons besoin de ça. Est-ce que vous pensez avoir quelqu'un ?» Donc, si l'ESN a quelqu'un, ils vont dire « Yes, top, nous avons quelqu'un. » Sinon, ils vont partir sur tout ce qui est les sites de recherche, vous démarchez, vous passez du coup des coups de fil et dire « Hey, ton CV correspond vraiment à ce que je recherche. Est-ce que tu ne voudrais pas travailler pour nous ?» Ça, c'est le truc idéal. Bien entendu, ça ne fonctionne pas de cette manière-là toujours. Et pour pouvoir mieux le comprendre, nous en passons à la suite. C'est quoi les choses à retenir dans les ESN? Eh bien, dans les ESN, il y a des avantages, il y a des inconvénients. En avantage, nous avons des choses qui sont vraiment top. Si vous aimez bien la diversité, vous aimez bien bouger, vous avez vraiment envie d'avoir une expérience et une compétence et une montée de compétences très rapide. Mais par contre,
vous n'allez pas pouvoir avoir les mêmes choses de l'autre côté. Si vous voulez vraiment être en ESN, bien que vous allez avoir des belles opportunités de réseautage, vous n'allez pas malheureusement avoir la même opportunité d'évolution. C'est relativement limité dans certaines. Vous allez avoir parfois un traitement préférentiel. Vous allez également avoir des choses comme une appartenance à une équipe qui est inexistante, puisque vous allez être dans plein de projets différents. Et bien entendu, vous allez vraiment avoir besoin d'avoir une bonne mobilité, parce que pour certaines ESN, s'ils vous prennent, ils attendent que vous puissiez aller à Lyon, à Grenoble, à Clermont, et à peu près dans tout Auvergne-Rhône-Alpes. Et surtout, l'un des gros inconvénients, en tout cas pour moi, c'est les salaires d'embauche, ou dit les TGM. Est-ce que, encore une fois, levez de bras, vous savez c'est quoi les TGM? D'accord, top. Eh bien, les TGM, en fait, c'est les taux journaliers moyens. C'est ce que votre entreprise, votre ESN va utiliser afin de louer vos services à ses clients. Donc, c'est quelque chose qui est très important à comprendre, parce que si vous ne comprenez pas c'est quoi le TGM, vous n'allez pas comprendre comment vous êtes payé, et vous n'allez pas pouvoir demander à juste titre le vrai salaire que vous méritez. Donc, vraiment super important à comprendre. Comment ça fonctionne? Donc, le TGM. Imaginons aujourd'hui, moi je suis une data analyst, j'ai envie de gagner 2200 nets du coup par mois. Je vais bien sûr inclure les week-ends, les congés payés, les 5 semaines et les 11 jours fériés. Pourquoi? Parce que l'ESN, quand elle vous loue à une entreprise, elle va avoir un certain nombre de jours. Soit elle va vous louer sur 18 jours, du coup ils vont sortir tous les congés payés, ils vont sortir tous les jours fériés, soit ils sont avec des partenaires qui incluent les congés payés, etc. etc. Donc ça, avant de signer avec votre ESN, vous devez également dire « je veux avoir le contrat que je signe avec le client ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste l'ESN, le client qui passe, je veux savoir en fait de quoi il s'agit. Et je veux connaître également mon TJM. Parce que si vous êtes sur un TGM de 2200 €, si vous allez sur des sites comme salaire.net, c'est très simple de calculer c'est quoi les charges de l'employeur, c'est quoi les charges de l'employé, et ça va être quoi le coût total employeur. Donc pour résumer, ça va être 4 343 €, puisque je prends vraiment le 2200 net qui n'est pas le salaire net imposable, ce qui signifie que l'entreprise, si elle a envie de vous payer, elle va payer exactement le double, plus ou moins. Du coup, si elle paye le double, on sait que le taux journalier moyen d'un data analyst est à peu près de 450 €. Moi de ça, franchement, j'ai été dans des ESN qui étaient qualifiées comme les plus radines. Et je n'ai jamais vu moins de 420. J'ai vu 2 fois dans ma vie 370 et 360 et j'ai failli tomber de ma chaise. Donc vraiment, quand c'est moins, posez-vous les questions. Ensuite, le salaire moyen sur le marché lyonnais pour un data analyst avec de 0 à 1 an d'expérience est de 35 000 à 45 000. Et je ne parle pas davantage. Donc, entre 35 000 et 45 000, sachant que si vous êtes dans une ESN, ils vont probablement vous louer pour 450 €. Donc là, bien entendu, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un petit calcul mental et vous dire, mais attends, c'est quoi du coup la marge qu'ils sont en train de se faire? Parce que s'ils sont à 450, la marge n'est pas énorme, elle est peut-être à 10%. Par contre, s'ils vous louent pour 500, 600, 700, et que vous touchez 35 000 à l'année, la question se pose si vous avez vraiment suffisamment d'avantages et suffisamment de choses qui vous donnent envie de rester dans cette entreprise. Et c'est des questions que vous devez vous poser. Quel est le montant de votre salaire que vous pouvez accepter de laisser à votre ESN? Quelle est la chose que vous estimez être juste? Du coup, ensuite, parlons de votre CV1. Jusqu'à là, je ne suis pas vraiment rentrée dans les détails, je vous ai laissé voir de quelle manière ça se passe de manière globale. Là, je vais essayer de vraiment vous faire comprendre comment fonctionnent les recruteurs dans ces ESN. Et vu que j'ai déjà été recruteuse dans ces ESN, vous allez vraiment avoir toute la méthodologie, bien qu'elle peut être un tout petit peu énervante, mais je souhaite que vous la compreniez pour pouvoir justement mieux la contrer. Du coup, les recruteurs en ESN, leurs connaissances techniques pour l'IT sont quasiment inexistantes.
Je sais, ça paraît extrêmement triste, mais quand moi j'étais là-bas, j'étais l'experte recrutement IT. Quand je suis partie, ils ont dû recruter 3 personnes pour me remplacer parce que, surprise, surprise, la plupart des gens ne voulaient pas apprendre des trucs sur l'IT et moi j'ai fait une reconversion dedans. Donc voilà. Les choses que les personnes de l'ESN, le recruteur, est capable de comprendre sont vraiment très petites. Ça va être les experts techniques qui vont avoir sur leur poste, qui vont leur expliquer toutes ces choses. Ils vont leur expliquer, voilà, pour un data analyst, j'aimerais bien qu'il y a ça, 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 mais la plupart du temps, si vous êtes dans une entreprise, je ne sais pas, comme Enedis, que vous avez 22 projets, avec tout type de postes, entre le DevOps, du coup, développeur full stack, jusqu'au data analyst expert, c'est pas possible de retenir ça. Enfin, c'est pas possible si vous n'aimez pas ça. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils essayent de juste sortir les petits mots les plus importants, les mots-clés. Et la raison pour laquelle on n'arrête pas de vous dire « mettez les mots-clés dans le CV », c'est parce que si je ne sais pas c'est quoi un data analyst et que le chef de projet est en train de m'expliquer ça depuis 5 jours et qu'à chaque fois je me trompe sur je ne sais pas combien de trucs, au bout d'un moment il va juste dire « ok, en langage, je veux SQL Python ». Qu'est-ce que je voudrais d'autre? Je voudrais du Git et je voudrais que cette personne sache utiliser Power BI Looker. Donc ça, c'est les 5 choses que tu vas devoir faire. Ce qui se passe avec ça, c'est que ça se passait tout le temps avec plein de ESN. Donc au bout d'un moment, ce qui a fini par se développer, c'est des petites extensions sur nos logiciels où on était juste en train de dire je veux ça, 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 ça. Et ensuite, ce qui se passait, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas ça, où le CV ne correspond pas à 70-80% de ce que j'attends de mon CV, sachant que je n'y connais pas grand-chose, le CV qui a été envoyé reçoit directement sous 5-6 heures une petite lettre de refus pour lui dire que malheureusement, il ne correspond pas au profil. Et ça, du coup, c'est très frustrant pour les candidats et je le comprends et j'essaie, du coup, de vous faire comprendre que toutes vos compétences, elles doivent être dans le CV. Et vous devez faciliter le plus possible le boulot. Et je sais que ça peut paraître extrêmement énervant de vous dire « mais attendez, mais les recruteurs, ils ne sont vraiment pas capables de travailler dans l'IT et d'apprendre les métiers qu'ils sont en train de recruter. » Actuellement, il y a énormément de pression. Les objectifs sont super draconiens. Tous les ans, les ESN, elles déclarent combien de postes ils vont recruter. C'est-à-dire qu'ils sortent des tableaux comme ça en disant on prévoit de recruter 6 000 personnes, on prévoit de recruter 4 000 personnes. Et à la fin de l'année, du coup, il y a d'autres magazines qui les reprennent et qui font « haha, cette ESN, elle a dit qu'ils vont recruter 6 000 personnes, ils n'ont recruté que 4 500 personnes, hahaha ». Et ça, vous ne le voyez pas, mais par contre, nous, on le voit parce que nous avons des conférences entières avec d'autres recruteurs et avec les chefs, les managers, où ils sont en train de juste se poser et nous dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à recruter autant de personnes. Tandis que nous n'avons pas été là à la réunion pour dire combien de personnes il faut recruter. Et on n'était pas là pour dire franchement, non, c'est pas possible, 6 000 personnes, comment est-ce que vous voulez qu'on s'y prend? Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les valeurs vont parfois être arrangées et de quelle manière, du coup, ça se passe à l'intérieur même de l'ESN, c'est que vous avez du coup le recruteur. Le recruteur, vu qu'il n'y connaît pas grand-chose, c'est le chef de projet, la personne technique qui lui a expliqué ce qui est censé être le poste. S'il est compétent, il va comprendre au bout d'un moment. Si ce n'est pas le cas, tant pis pour vous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le recruteur va essayer non seulement de vous juger sur ses compétences techniques, en éloignant tous les CV qui ne vont pas être intéressants, mais surtout en composant le type d'entretien où il va pouvoir avoir toutes les données intéressantes sur vous, c'est-à-dire sur vos soft skills, sur la manière dont vous réfléchissez. Il va poser tout type de questions, un peu parfois, qui peuvent être bizarres et étonnantes, mais justement, ça leur permet de mieux comprendre comment vous réagissez, parce que les personnes techniques, elles ne veulent jamais passer les entretiens. Vous avez beau avoir passé, je ne sais pas, 8 entretiens, et vous êtes en train de leur dire « ça y est, je t'ai trouvé vraiment cette pépite ». C'est le moment de passer l'entretien. Ces personnes ne sont pas capables de se détacher de leur ordinateur et de dire « vas-y, c'est bon, on va aller faire l'entretien ». Ils vont râler, ça ne va pas leur plaire, c'est des personnes qui ne sont pas faites pour ça et du coup, la plupart du temps,
entre le moment où il y a un premier entretien et le deuxième entretien avec la personne technique, il y a pas mal de temps qui se passe, ce qui fait que forcément, ils ont rajouté un deuxième truc. Ils ont rajouté un entretien, du coup, avec une personne qui n'est pas le recruteur, mais qui est le chargé commercial. Ça nous permet d'avoir un tout petit peu plus de temps jusqu'à avoir la personne technique. Donc là, pareil, la personne qui est dans le commerce, la plupart du temps, qui vraiment va être votre commercial à vous, est en train d'essayer de voir qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui n'est pas intéressant dans votre profil afin de voir quels sont les postes sur lesquels elle va pouvoir le mettre. Pour au final, vous allez obtenir le Saint Graal, enfin l'entretien avec la personne technique, la personne avec laquelle vous allez travailler. Donc, après avoir passé ça, ce que vous ne devez jamais oublier quand vous êtes dans les ESN, c'est quoi votre TGM. Le taux journalier mensuel moyen, c'est quelque chose que vous allez toujours garder en tête. Vous allez également garder en tête votre dossier de compétences. Le dossier de compétences, c'est différent. Il y a la moitié des ESN qui préfèrent le faire eux-mêmes, sachant que parfois on se retrouve avec certaines surprises en entretien où je suis en train de poser la question en disant « Ah d'accord, donc les 7 expériences que vous avez eues, du coup ça fait 4 ans en Java, enfin comment est-ce que vous avez réussi à faire? J'ai jamais fait du Java. Comment ça vous avez jamais fait du Java? Oh, j'ai juste fait une petite certification. » Et là la personne me ressort son CV imprimé où effectivement il n'y a rien. Sauf que le recruteur ou le commercial on remplit son dossier de compétences, histoire de pouvoir vraiment dire de manière très précise ce qu'il a fait sur tous les projets. Et le dossier de compétences fait souvent entre 6 à 30 pages. Et là, du coup, on découvre des vraies surprises. C'est pour ça que si vous allez en entretien, je vous conseille fortement non seulement d'avoir votre CV imprimé, mais aussi de savoir qu'est-ce qu'on présente comme dossier de compétences ou le faire vous-même. Ok. Maintenant que nous avons retenu ça, quelles sont les compétences les plus importantes? Donc là, on va parler des choses qu'il va falloir que vous mettez dans votre CV. Et c'est des choses que vont peut-être paraître très simples pour certaines personnes, mais vraiment, si vous souhaitez faciliter la vie à votre recruteur et faire en sorte que vous passez tous les barrages, toutes les petites extensions qui sont relativement enquiquinantes, faites ça et je vous assure que vous allez avoir pas mal de retours en appel. Il faut que vous sachiez déjà faire de l'analyse de données. Bien entendu, data analysis, analyse de données, si vous pouvez le mettre de plusieurs manières différentes dans le CV, ce serait top. Tout ce qui est programmation, bien entendu, Python SQL. Les techniques d'apprentissage comme le machine learning et le deep learning. La visualisation de données, donc DataVis, et vous allez bien entendu le mettre avec tout ce qui est les outils qui vont avec, donc Power BI, Looker, Streamlit, si vous savez faire ce type de choses. Compréhension des affaires, ça, cette partie est très importante. Si vous venez d'un monde, je ne sais pas, des navires, et qu'on recherche un data analyst dans les navires, un gros plus pour vous. Donc, si vous avez déjà eu un fournisseur avec qui vous avez discuté pour acheter certaines parts, si vous avez eu une espèce de petite dimension où vous avez dû justement faire ce lien entre une personne et une autre personne, un vrai atout pour vous. Ensuite, tout ce qui est éthique de données. Je ne sais pas combien d'entre vous le savent, mais nous avons l'IA Act qui est sorti en juin 2023. Donc ça fait déjà presque un an maintenant. Et les RGPD existent bien depuis plus longtemps, mais nous n'avons pas encore de choses qui ont été mises en place par rapport à ça. Ce qui fait qu'il y a pas mal d'entreprises qui ne savent pas trop comment y faire. Du coup, si vous étudiez juste un tout petit peu les choses qui concernent l'IA Act ainsi que les RGPD, vous allez avoir, je suis désolée, un bon atout également. Et la dernière chose, bien entendu, c'est tout ce qui est communication. Vous ne pouvez pas, en fait, vous dire, si vous êtes sur un métier de data, que vous allez être juste tout seul derrière votre ordi. Vous allez être avec plein de personnes qui vont venir vous poser des questions. Si vous êtes le seul data analyst dans toute l'entreprise, la plupart des projets vont ensuite vouloir venir et vous demander des choses. Du coup, vous allez devoir gérer je ne sais pas combien de projets et c'est vraiment important que vous sachiez pouvoir gérer tout ça et parfois même dire stop à certaines demandes, vu qu'il y a des demandes qui ne sont pas forcément très utiles et très intéressantes sur le long terme.
Ok, maintenant pour voir ça un peu plus dans le CV, sous quelle forme est-ce que vous allez le mettre? Ici, ça va être... D'accord, super. Ça va être du coup l'analyse de données. Vous allez dire que vous êtes capable de collecter, nettoyer, manipuler et analyser les données. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que analyse de données, ça signifie beaucoup de choses très très différentes. Si j'ai commencé en vous donnant vraiment les définitions de ce que c'est le data analyst, data ingénieur et data scientist pour moi, c'est parce que je me rends compte que si vous allez demander ça à un autre data scientist, il va vous donner totalement une autre réponse. Du coup, si vous êtes capable de simplifier au mieux ce que vous êtes en train de faire, vous gagnez des points. Pareil pour la programmation, de quelle manière, qu'est-ce que vous avez fait avec. Et ensuite, pour... Tristesse, ok. Ce qui se passe, c'est que de la même manière, vous allez faire ça pour le reste des 7 compétences que je vous ai précisées. Donc, vous allez vraiment rentrer dans le détail et faire Canva tout ça. Et vous allez devoir faire ça sur une page. Oui, c'est compliqué, mais gardez en tête que tout ce que vous êtes en train de faire sur cette seule page, il va probablement être à 100%, va être transformé dans un dossier de compétences. Et du coup, si vous commencez déjà à rédiger votre dossier de compétences, ça va être bien pour la suite. Du coup, les grands oubliés. Qu'est-ce que j'appelle les grands oubliés en fait de votre CV1? Les grands oubliés, souvent, c'est Git et GitHub. Est-ce qu'à main levée, tout le monde connaît Git, GitHub? D'accord. Ok. Quand on utilise Git, GitHub, ça nous paraît évident. Il n'y a même pas besoin de le mettre. Si vous savez combien de fois j'ai dû gérer des crises parce que j'ai des commerciaux qui sont arrivés dans mon espace de travail alors qu'ils n'étaient même pas censés avoir la clé pour arriver dans l'espace de travail, mais ils étaient complètement en train de s'énerver parce que l'une des personnes avec qui j'étais en train de travailler a refusé un CV parce qu'il n'y avait pas Git. Sauf qu'aujourd'hui, 98% des gens utilisent Git. Et si vous n'utilisez pas Git et que vous ne comprenez pas c'est quoi Git, c'est relativement difficile à apprendre et à comprendre pour une personne qui ne vient pas du milieu. Donc, comment est-ce que vous devez voir Git et GitHub? Git et GitHub, c'est censé être votre portfolio de projet. Et si vous voulez faire une reconversion, c'est d'autant plus important de voir ça comme un portfolio et d'utiliser Git et GitHub. Parce que si vous voulez venir du coup dans ce milieu, il faudrait que vous ayez fait au moins 2-3 projets qui montrent qu'est-ce que vous avez été capable de faire, de quelle manière, et surtout qu'on puisse y accéder. Ça ne va pas être les recruteurs qui vont le faire, ça va être bien entendu les leads techniques, mais un très 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 bon point pour vous si vous souhaitez commencer. Ensuite, le nom des outils et la façon dont ils ont été utilisés, parce que si vous faites de l'extraction de données, avec quoi est-ce que vous l'avez fait? Vous avez fait du web scraping, avec quoi? Est-ce que vous avez utilisé juste Python ou est-ce que vous avez utilisé des choses spécifiques comme Selenium? Est-ce que vous faites du cloud? Est-ce que vous avez utilisé des plateformes? Est-ce que vous avez utilisé, je ne sais pas, BigQuery? BigQuery, c'est Google. Si vous êtes capable de mettre BigQuery et Google, vous allez avoir un booster. Et les mots-clés booster, clairement, ça va être Amazon. Ça va être Google, ça va être ce type de choses. C'est triste à dire, mais ça fonctionne super super bien. Donc si jamais vous utilisez ou que vous avez une certification, par exemple sur tout ce qui est Azure, donc Microsoft, le cloud de Microsoft, si vous êtes sur tout ce qui est le cloud de Google, mettez-le. Le cloud est en pleine expansion et avoir des certifications à ce niveau-là, ça serait vraiment top pour vous. Pour continuer, les recommandations des ESN, ce que j'ai pu voir très souvent, c'est que toutes les années, voire tous les mois, tous les 6 mois, il y a une petite liste qui sort avec le top 10 ESN, top 20 ESN pour lesquels vous voulez travailler. Prenez-le avec un petit grain de sable. Des personnes qui connaissent, je vois déjà qui rigolent. Vous avez raison de rigoler, parce que la plupart du temps, ce n'est pas les meilleurs. Il faut toujours vérifier la réputation de l'ESN. Celles qui sortent sur le top 10, à votre avis, juste si vous utilisez votre sens critique, pensez-vous vraiment qu'à force d'employer, recruter, c'est les meilleurs? Parce que s'ils doivent tout le temps recruter, est-ce qu'ils n'ont pas mal de personnes qui partent? La plupart du temps, s'ils ont besoin de recruter autant, c'est qu'il y a autant de turnover. Du coup,
Vérifier la réputation d'une ESN, ça c'est quelque chose qui est ultra important. Vous n'avez pas envie de finir dans une ESN qui va vous broyer. Et ça c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup trop souvent. Donc mes conseils pour ça, c'est utiliser le Know Your Worth de Glassdoor, qui est vraiment chouette, le Payscale, le Salary.com ainsi que le LinkedIn Salary. En vrai, moi j'utilise surtout le Glassdoor et le LinkedIn Salary et si vous souhaitez, vous faites les 4, mais à ces deux-là, vous avez vraiment d'excellents résultats. Et ce qu'il faut savoir, en plus de ça, avec le Glassdoor, vous pouvez littéralement choisir le nombre d'années d'expérience ainsi que la région dans laquelle vous souhaitez vous installer en tant que data analyst, data scientist, etc. Donc, n'hésitez pas à utiliser. Bien entendu, si vous êtes en train de faire votre reconversion, imaginons que vous souhaitez faire un bootcamp de 2-3 mois. Ce que je vous conseille de faire, c'est garder un calendrier en tête. Il y a toujours des périodes et c'est toujours la même chose dans le recrutement. Nous avons des fortes périodes qui vont être généralement dès qu'on est en septembre, en octobre, c'est la reprise. Et ensuite, à la nouvelle année, janvier, février, les budgets viennent d'être alloués, les chefs de projet ont envie de recruter, donc c'est vraiment la bonne période. Si par exemple vous souhaitez faire du coup un bootcamp, la meilleure période pour le faire, ça va être probablement juin, juillet, août, puisque c'est la période qui est plate. Comme ça, dès que vous allez avoir votre certificat de bootcamp, vous sortez, hop, c'est la reprise forte, vous allez avoir plein d'offres d'emploi qui sont là. Et suivre ça, ce n'est pas obligatoire, mais je pense que ménager ses efforts, c'est une bonne chose, et surtout si vous êtes dans toutes les périodes plates où vous êtes en train de vous donner un 100%, au bout d'un moment, vous n'avez même plus l'énergie de continuer à faire ce type d'investissement personnel. C'est très coûtant et c'est un boulot à temps plein de juste postuler et de faire les entretiens. Et enfin, la dernière partie, les entretiens, comment les préparer. Donc là, vraiment, vous allez avoir les pépites. Pour commencer, la chose la plus évidente, c'est que vous allez bien entendu construire votre pitch. Parce que j'espère que vous avez tous un pitch préparé à chaque fois que vous allez dans une entreprise. Et ce pitch change à chaque fois que vous allez dans une entreprise, puisque vous allez l'adapter spécialement à cette entreprise et faire en sorte de ressortir les choses les plus essentielles. L'autre chose que j'aime dire à mes candidats, c'est quand j'étais dans le recrutement, j'avais 4 à 5 entretiens par jour, tous les jours, toute la semaine. Donc, au bout d'un moment, si on fait ça 1 an, 2 ans, 3 ans, ça devient extrêmement redondant, vraiment. Donc, n'hésitez pas à être original et faire en sorte de vous distinguer dans votre pitch. Incluez des petites choses qui vont nous faire rigoler. Je sais que c'est un tout petit peu difficile, mais je ne sais même pas en fait combien de milliers d'entretiens j'ai passé et au bout d'un moment, ils se ressemblent tous. J'arrive même plus à me souvenir des noms et j'ai besoin vraiment de faire tellement d'efforts juste pour pouvoir personnaliser chaque entretien que si la personne en face faisait juste le même effort et m'apportait juste un petit truc pour me dire « Hey, moi, je me distingue par ça », ça m'aurait vraiment aidé. Les questions que vous voulez préparer en avance et qui sont bien importantes pour vous, c'est quelle a été votre mission préférée et pourquoi. Donc, vu que vous êtes tous en reconversion, je suppose, vous allez bien sûr, bien entendu, faire en sorte de prendre les missions qui sont en rapport avec la data. Donc, vous n'allez pas dire « ma mission préférée, c'est quand j'ai été médiatrice culturelle dans un fort qui a été restauré et c'est un centre d'art culturel. Super chouette, mais c'est quoi le rapport avec la data ?» Par contre, si vous me dites « j'ai été médiatrice dans ce centre culturel et c'était absolument exceptionnel parce que j'ai fait une étude, j'ai fait des questionnaires pour voir en fait c'était quoi les choses qui plaisaient le plus, quelles ont été les meilleures expositions et de quelle manière est-ce que les gens ont été capables de le percevoir. Et ensuite j'ai fait des analyses dessus et des graphiques dessus. » Top, on est bien dedans. Ensuite, les réalisations dont vous avez été les plus fiers, donc ça, c'est le moment où vous pouvez sortir votre portfolio. N'hésitez pas à avoir votre ordinateur avec vous. Votre ordinateur qui est déjà prêt avec toutes les choses que vous souhaitez montrer votre recruteur sur votre page d'accueil. Je suis toujours très agréablement surprise lorsqu'ils le font. Malheureusement, j'ai dû avoir
une dizaine de personnes qui l'ont fait, hein, ce qui m'attriste un peu. Les forces, les faiblesses. Question très très redondante, je sais. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que s'il y a une personne qui est capable de me sortir les forces, mais ensuite elle hésite sur les faiblesses, je ne vais plus la prendre au sérieux pour les forces. Ça va ensemble. Si vous voulez me présenter vos forces, donnez-moi également vos faiblesses et soyez honnête. Sinon, c'est un tout petit peu compliqué. Hein. Et enfin, quelles sont les choses que vous souhaiterez améliorer? Et c'est là que vous pouvez le relier avec vos faiblesses en disant bah, écoutez, moi j'ai eu quelques problèmes, j'ai été une personne qui était un tout petit peu colérique, mais j'ai fait du management de la colère et aujourd'hui je suis une personne qui est vraiment patiente, qui est capable de faire ça. Et c'est toujours une faiblesse, parce que franchement, une personne colérique, personne n'a envie de l'avoir. Par contre, j'ai fait des efforts, j'ai été chez le psy, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Là, vous marquez tellement de points que vous avez explosé le barème et je vais insister pour que le lead technique vous voit le plus vite possible. Vous allez également avoir des questions icebreaker. Donc ça, c'est les questions icebreaker que les recruteurs ont inventées parce qu'on s'ennuie. Je déconne. Ce n'est pas vrai. Les questions icebreaker, c'est des choses qui ont été inventées par les grosses entreprises, les GAFAM, donc Google, les Amazon, etc. Ils ont commencé à mettre ça en place parce que, vu le nombre d'entretiens qu'ils étaient en train de passer, vu le nombre de personnes qu'ils étaient en train de voir, il était impossible de le distinguer uniquement avec les compétences. Les compétences, à ce niveau-là, comme pour les athlètes aux Jeux Olympiques, est vraiment, vraiment minuscule. Donc, vous n'avez pas la possibilité de distinguer la meilleure personne. Et c'est là que viennent ces espèces de questions qui sortent de nulle part. Et ce qui s'est passé sur les dernières 5-6 années, c'est que tout le monde a repris ça. On essaye tous d'avoir ce type de truc parce que d'une, c'est plaisant et ça nous permet de bien rigoler. Et de deux, vous êtes très 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 surpris parce que vous n'avez pas l'habitude d'avoir ce type de questions. Sauf que ça, ce type de questions, c'est devenu quasiment la récurrence partout. Hein. C'était peut-être pas aussi présent il y a 4 ans, mais vraiment maintenant, je le vois tout le temps. Et ensuite, vous avez la méthode STAR. La méthode STAR, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout ce qui est situation, tâche, action, résultat. Donc, les recruteurs vont vous poser des questions qui vont être un tout petit peu compliquées. Et avant que vous vous rendez compte en fait de ce qu'ils essaient de faire, ils vont essayer de poser des questions un peu plus discrètes. Donc, imaginons, ils vous posent une question et puis ils vont vous demander des choses comme « mais ça s'est passé quand ? Quelles ont été les actions que vous avez faites ? Qu'est-ce qui a été accompli ?» etc. Dès qu'il y a ce type de question qui est posée, ce recruteur utilise la méthode STAR. La méthode STAR lui permet en fait de voir si vous êtes capable de mettre en place dans votre tête de manière très spontanée et analyser les choses que vous avez faites, les problèmes que vous avez rencontrés, ainsi que la résolution. Donc, vous pouvez tomber sur des questions qui sont très difficiles, qui a été le plus gros échec de votre vie. Vous pouvez sortir honnêtement le plus gros échec de votre vie, mais ce que nous allons attendre de votre part, ça va être plutôt de quelle manière vous avez géré la situation et qu'est-ce que vous avez fait pour qu'au final, vous puissiez me montrer un résultat qui permet de dire même avec un échec, j'ai appris ça. Et tant que vous êtes capable de faire ça, c'est bon. Du coup, petit exemple, comment est-ce qu'on va faire ça? Parlez-moi d'une situation où vous deviez être très stratégique afin de répondre à toutes vos priorités. Donc, exemple. Ok, la personne a été chargée du transfert d'un tout nouveau système de gestion en plus de toutes les autres responsabilités. On peut en déduire que c'était probablement un data ingénieur. La tâche du coup qu'il devait faire, c'est de terminer la migration de la nouvelle base de données en 3 mois, tout en continuant toutes les autres missions qu'il avait. Et pour accomplir du coup cette demande, il vous explique qu'est-ce qu'il a fait. Il a bloqué 1 heure chaque jour pour pouvoir avancer là-dessus. Et à chaque fois du coup qu'il a travaillé dessus, ça lui a permis de voir comment il avance, où est-ce qu'il en est, et au final, résultat, conséquence, il a réussi à le finir plus tôt que prévu. Ça, c'est un exemple parfait de ce type de choses. Donc, je ne vous demande pas de sortir des demandes extrêmement compliquées et des choses qui ressemblent à peu près à ça, mais si vous êtes capable juste de dire « voici ce qui s'est passé, situation pas glorieuse, voici ce que je devais faire, un peu compliqué »,
Et voici l'action que j'ai prise en sachant que c'était difficile, que c'était compliqué, mais que je l'ai fait quand même. Et voici le résultat. Et même si le résultat c'est un échec et que vous n'avez pas réussi, mais que vous êtes capable de dire « c'est un échec parce que j'aurais dû faire ça et maintenant je le sais », vous avez gagné. Maintenant passons. Vous allez avoir aussi des choses que vous pouvez rencontrer en entretien qui sont la méthode Brain Teaser. C'est quoi la méthode Brain Teaser? Eh bien en gros en fait c'est de vous faire des petits casse-têtes, des petites choses histoire de voir comment vous êtes capable de faire de la résolution de problèmes. Pour tout ce qui est la data analyse, les data scientists, on aime beaucoup faire ça parce que ça nous permet vraiment de pouvoir dire oui, excellent sens d'analyse, excellent sens d'observation, etc., etc. Ça ne fonctionne pas toujours parce que l'inconvénient, c'est qu'il y a des questions qui peuvent être un peu trop compliquées ou un peu trop farfelues et par conséquent, vu que c'est des questions qui peuvent bloquer certains qui ne sont pas aussi bons dans tout ce qui est le traitement visuel ou oral, il y a des personnes qui ne vont pas avoir d'aussi bons résultats. Et des personnes du coup qu'on va croire n'ont pas réussi ce type de test, alors que si ils sont capables de faire ce type de test, mais ils avaient juste besoin d'un petit papier et d'un petit stylo et juste de 3 minutes pour se calmer et commencer à le faire. Donc, si vous avez ce type de choses, n'hésitez pas à apporter ces réponses en disant, certes, peut-être que je n'ai pas été super bon sur ce type de casse-tête, mais voici mes raisons. Pour la méthode Brain Teaser, on va essayer de voir, du coup, avec vous, comment est-ce qu'on pourrait répondre. Ça, c'est une question qui m'a beaucoup plu parce que c'était chez Amazon qu'elle a été postée. Bon, j'ai juste remplacé du coup Bretagne et Seattle, mais apparemment du coup, la secrétaire principale du directeur d'Amazon a été choisie parce qu'elle a bien réussi à répondre à cette question. Donc voilà, comment est-ce que vous auriez pu y répondre? Est-ce que quelqu'un a un petit truc qu'il voudrait partager? Personne? Je ne vais pas vous juger. Non? Ok. Bon, eh ben, l'une des solutions possibles, c'est juste de dire, bah, écoutez, en fait, c'est pas nécessaire de laver les vitres en Bretagne parce qu'il pleut tout le temps. Il existe plein de réponses. Vous pouvez commencer à calculer, ok, en Bretagne, il y a à peu près autant de personnes, blablabla, etc. Il y a plein de manières d'y répondre. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est que on essaye juste de comprendre comment vous êtes en train de réagir. Est-ce que vous êtes capable de me donner une réponse du coup qui est plus basée sur la logique? Est-ce que vous êtes plus dans tout ce qui est créativité? De quelle manière vous réagissez? Donc ça, c'est les petites méthodes qui sont beaucoup plus répandues maintenant, surtout dans les gros groupes comme EDF, Enedis et vraiment des gros mastodons à ce niveau-là. Du coup, pour finir, ce que je voulais vraiment vous faire comprendre, c'est que la manière dont vous allez être dans le monde de la data, c'est que non seulement vous allez être un marketeur, mais qu'en face de vous, vous allez avoir des personnes qui font du marketing aussi, parce qu'ils vont autant essayer de vous vendre un poste que vous allez essayer de leur vendre du coup, vos compétences. Et c'est pour ça qu'on finit sur cette citation que j'aime beaucoup. C'est le recrutement et le marketing. Si vous êtes recruteur aujourd'hui et que vous ne voyez pas qu'un marketeur, vous êtes dans la mauvaise profession. Donc, essayez de garder ça en tête. Et merci beaucoup pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Ça a été très complet, je sais. Ouais. C'est plus par rapport, parce que du coup, vous avez beaucoup parlé des ESN. Pour quelqu'un qui souhaiterait se reconvertir, vous conseillerez de partir plutôt sur les ESN pour pouvoir monter rapidement en compétences ou... C'est ça le truc difficile, c'est que les ESN, elles permettent vraiment de bien monter en compétences et elles sont vraiment très présentes. Donc ça permet d'avoir beaucoup de choses. Si moi je devais choisir aujourd'hui, je partirais en ESN juste pour 1-2 ans, mais je choisirais bien mes ESN et je n'irais pas dans certaines ESN
que vous pouvez voir si vous allez faire des petites recherches sur Glassdoor qui sont très mal notées. Hein. Donc, si vous voulez, oui, rentrer dans une ESN, ça va être beaucoup plus simple que directement rentrer dans une entreprise. Et c'est là que vous allez avoir énormément de choses à faire. S'il n'y a pas d'autres questions, je peux enchaîner. C'est par rapport aux différents métiers. Est-ce que le fait que data scientist soit un peu plus complet qu'un data analyst, est-ce que vous conseillerez, si notre but c'est vraiment de travailler dans la data, et peut-être de commencer peut-être par data analyst pour après se reconvertir dans des data science je ne conseillerais pas de commencer comme data analyst si vous voulez vous reconvertir, parce que à partir du moment où vous allez être sur un poste de data analyst, vous allez devoir apprendre énormément de choses. Et les choses que vous allez devoir apprendre en tant que data analyst, bien qu'elles sont un peu pareilles que ce que vous faites en tant que data scientist, devoir replonger dans le monde de la data science et réapprendre tout ce qui est les algorithmes, les mathématiques, les statistiques, ça va être très compliqué. Hein. Ça va être beaucoup plus compliqué à reprendre. Donc si vous voulez commencez directement data scientist. Et puis si vous changez d'avis, reprendre de la data analyse. Okay. Bonjour. Si j'ai bien compris, vous étiez dans le recrutement et vous êtes reconverti dans la data. Est-ce que vous pouvez nous partager votre parcours de formation ? Le parcours de formation, oui. Donc, ce que j'ai fait, premièrement, c'est que je voulais juste faire un bootcamp, en fait. Et vu que j'étais chargée de recrutement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, en fait, tout ce que j'ai pu avoir comme CV et ce que j'ai pu voir comme personnes qui ont été recrutées. Je me suis rendu compte que là où il y a le plus de personnes qui obtiennent très rapidement et des bons postes, c'est quand ils ont en plus une expérience pratique. Et je me suis dit, bon, peut-être pas un bootcamp, mais peut-être une école avec une alternance. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait du coup le diplôme de développeuse en intelligence IA avec Simplon et une alternance donc, de 12 mois. Et c'est de cette manière-là du coup que ça a commencé, sachant que vous pouvez également, avec certains bootcamps, avoir des stages. Et les stages aussi, c'est quelque chose qui va vous permettre de bien l'avoir. Et puis, tout à l'heure, avec Manon, vous allez voir que vous n'avez même pas parfois besoin de stage pour avoir votre premier poste. Oui ? Bonsoir. Bonsoir. Pour un nouveau data analyst ou nouvelle data analyst qui entrerait aujourd'hui, vous conseillez 2-3 projets pour un portfolio, mais dans quel cadre? Plus sur la visualisation, sur des études entières ou sur des choses plus précises comme de la visualisation, du transformation de données, etc. Tout, du début à la fin. Vous allez prendre un projet, vous allez faire l'extraction, le traitement, le nettoyage, la visualisation, l'observation, les insights. Et qu'est-ce que vous conseillez? Parce que si vous faites vraiment juste transformation, juste visualisation, les personnes vont avoir un tout petit peu plus du mal à le mettre dans le contexte. Et ce que je conseille aussi, c'est de ne pas prendre les projets qui sont trop souvent vus. Je veux dire, les Titanic, tout le monde les a vus, revus. Tout ce qui est Covid, ouais. Donc, essayez de trouver un petit dataset. Il y en a énormément sur Kaggle qui sont spécialisés et qui vous intéressent, vous. Parce que si vous avez des compétences spécifiques par rapport à ce dataset que vous pouvez apporter en plus en faisant votre portfolio, vous gagnez bien là. Ça marche. Merci. De rien. Bonsoir. Comment est-ce que vous avez trouvé votre première expérience et est-ce que vous avez trouvé ça difficile à trouver? J'ai trouvé difficile à trouver l'expérience que je voulais parce que j'ai eu pas mal de propositions et c'était très compliqué parce que je savais déjà à ce moment-là que je voulais faire de la data science. Je voulais être data scientist. Mais j'ai eu du coup des propositions vraiment qui m'ont été offerts et qui étaient vraiment sympas, mais c'était de la data analyse. Sauf que
De ce que j'ai pu voir, c'est que data scientist, ça va être plus compliqué à trouver si je commençais avec data analyse, ce qui fait que j'ai dû faire le choix et j'avais très très peur à ce moment-là parce que j'ai refusé des offres, bien que j'ai passé les emplois et j'ai eu la chance du coup d'avoir un poste de data scientist, mais encore une fois, c'est quand même un peu plus compliqué de trouver un poste de data scientist, surtout en alternance, et de trouver dans une bonne entreprise. Mais pour reprendre, j'ai non seulement communiqué du coup à travers tout ce qui est les CV Tech sur LinkedIn, j'ai fait pas mal de salons. Je suis partie sur les salons histoire de pouvoir voir les personnes, etc. J'ai fait des candidatures spontanées et j'ai surtout parlé à tout le monde. Donc dès que quelqu'un avait des pistes, il me les passait histoire que je puisse justement aller avoir ce type de choses. Sachant que pour ceux qui ne connaissent pas dans le recrutement, il n'y a que 30% des offres d'emploi qui sont actuellement sur les sites. Le reste des offres, et c'est les plus intéressantes offres, ça va être vos amis, vos collègues qui vont vous les passer. Ce type d'offres, en fait, on n'a même pas besoin de les publier parce qu'on sait qu'on va trouver un. Donc, communiquez autour de vous que vous recherchez là-dedans et vous allez pouvoir trouver plus facilement. Dans ta promotion, est-ce que d'autres personnes est-ce que les autres personnes ont eu les mêmes, j'allais dire facilité, c'est pas facilité, mais tu disais que tu avais beaucoup de sollicitations, tu as eu beaucoup d'entretiens. Oui, mais non, pas tout le monde, parce que je viens du recrutement, donc forcément j'avais tous les codes. Et donc voilà, ma question c'est, est-ce que pour tout le monde, en reconversion, c'est aussi facile? Alors je sais que ça n'a pas été facile, mais voilà, est-ce que tu as des retours il y a quasiment tout le monde qui a... Oui, en fait, ce qui a été le plus difficile sur les 16 personnes qui avaient dans ma promotion, tout le monde a trouvé, sauf qu'il y en a 2 qui ont décidé que c'était vraiment pas quelque chose qui leur convenait et du coup ils sont partis. Mais sinon, au bout de 3-4 mois, oui, on a tous trouvé. Après, il faut savoir que dans mon école, on a nos propres commerciales qui sont en train de gérer pas mal de choses. On a des job dating où il y a des entreprises qui viennent directement à l'école et puis on est en train de passer un peu comme dans un speed dating. Donc, on a été privilégiés à ce niveau-là. C'est tout bon? Eh bien, je vais laisser la parole à Manon. Ah oui, effectivement. Bonjour à tous, du coup je m'appelle Manon, donc ça va être beaucoup plus court parce que moi je suis juste venue vous parler un peu de mon expérience, sachant que je suis une alumni du wagon de juillet 2023, donc l'année dernière, donc vraiment je tombais dans le calendrier qu'elle vous a montré, l'espace creux, j'étais dedans. Et après j'ai un peu attendu parce que je me suis dit que c'était sympa aussi de se reposer. Donc du coup je vais vous présenter un peu mon CV rapidement, ce que j'ai fait avant. Qu'est-ce qui m'a amené au wagon et puis ce que je fais aujourd'hui du coup. Donc du coup à la base j'ai une formation marketing, j'ai fait une école de commerce classique. Donc j'ai travaillé 2 ans en marketing en tant que chef de projet sens large, à faire plein de choses. Et tellement de choses qu'en fait on ne sait plus trop ce qu'on fait. On fait beaucoup d'analyses mais on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas qui les regarde. Et il y avait un peu ce côté frustration de... Il y a beaucoup de données, mais je ne sais pas trop comment elle vient, je ne sais pas trop comment la traiter. Je fais des monthly, je fais des trucs hebdo, et est-ce qu'à la fin ça sert vraiment? Je ne sais pas trop. Et vu que j'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui était analytique et les maths, je me suis dit, il y a peut-être un moment où il faut réfléchir à faire autre chose. Mais je ne voulais pas faire une vraie reconversion, dans le sens où... moi, je n'appelle pas ça une reconversion. J'ai plutôt fait un complément d'études, parce que du coup, je voulais faire un truc court. Donc le wagon, c'est parfait pour moi, ça durait 2 mois, 2 mois et demi, donc c'était parfait. Et c'était vraiment complément par rapport à ma vision un peu déjà business stratégique que j'avais du marché. Du coup, c'est vraiment très axé data analysis, parce que j'ai fait la formation data analytics, du coup sur les 2 mois juillet-août. Et j'ai beaucoup aimé différents aspects. J'ai pas tout aimé dans la data analyse, parce qu'en fait, il y a tellement d'aspects, vous allez découvrir tellement de choses que c'est vraiment très très large. Moi, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était retraitement de données parce que c'est vraiment très analytique avec du code, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui me parlait.
et le côté visualisation, business intelligence, où là on fait parler la donnée, on lui donne du sens, et on automatise tout pour au final, on le fait une fois, et en fait après c'est bon, on a tout, on n'a pas besoin de refaire tous les mois un monthly sur un Excel qui fait 15 onglets. Donc ça, voilà, c'est des choses qui me parlaient bien. Donc suite au wagon, j'ai vraiment cherché plutôt à aller dans ce sens-là. Donc j'ai cherché des postes plutôt dans des entreprises qui font du conseil sens large, c'est très large le monde du conseil, mais du coup vraiment conseil dans le monde de la data, web marketing, parce que c'est quelque chose qui me parlait aussi. Et donc du coup j'ai postulé, j'ai eu l'opportunité du coup, grâce au wagon, de trouver donc mon emploi, parce qu'en fait avec le wagon on a un réseau d'alumni, et du coup il y avait une personne qui avait posté quelque chose, et du coup j'avais tout de suite postulé, et en fait ça s'est fait hyper facilement. J'ai passé du coup 2 entretiens, un classique et un technique, qui était vraiment à l'image de tout ce que j'avais appris, du SQL, donc retraitement de données, la visualisation et présentation. Donc l'aspect communication aussi très important, comme tu disais. Parce qu'il faut aussi expliquer ce qu'on fait, c'est pas juste du code, même si c'est très sympa, du coup il faut aussi dire, bah voilà, là je montre ça, et voici l'évolution, enfin voilà, différentes choses. Donc du coup j'ai trouvé un poste donc data analyst, on va dire classique, quoi, même si derrière ce mot de data analyst, selon les offres, c'est vraiment différent. Il y a des fois, c'est data analyst, mais en fait, vous utilisez beaucoup d'outils et vous ne codez pas. Il y a des data analysts où vous codez beaucoup. Il y a des data analysts qui font plus de la visualisation, donc c'est très fragmenté. Nous, vu qu'on est une petite entreprise, on fait vraiment du... Donc je travaille avec un data ingénieur qui, lui, vient récolter toute la donnée. Moi, je ne le fais pas, ça. Il récolte toute la donnée, il construit la pipeline, donc... Lui, il code vraiment en Python, il vient tout récupérer, il agrège la donnée. Et en fait, une fois que tout ça c'est propre, moi je viens récupérer mes petites tables. Et après, c'est là du coup que je recode. Je viens chercher ce qui m'intéresse comme KPI, en fonction aussi de la demande du client, parce que ça dépend aussi beaucoup de la demande, de la problématique. Et après, je fais de la visualisation. Donc là, j'utilise aussi plusieurs outils. Beaucoup de Looker, beaucoup de Power BI. Un petit peu de Tableau pour ceux qui connaissent, mais vraiment plus rare, parce que plus cher. Mais vraiment, on se rend compte qu'avec la base, c'est-à-dire Google, BigQuery, Looker, en fait, 90% des clients sont contents. Mais c'est vrai parce que, en fait, la plupart des gens, c'est pas L'Oréal, c'est pas Louis Vuitton ou je ne sais quoi, c'est des entreprises qui ne savent pas quelles données ils ont, ils savent pas la traiter. Et du coup, avec vraiment le minimum, ils sont en mode « Ouais, mais c'est génial, j'ai plus rien besoin de faire, tout se met à jour automatiquement, c'est vraiment top ». Et du coup, c'est ça aussi que je trouve agréable, c'est que du coup, ça parle vraiment à tout type d'entreprise. C'est pas que les entreprises du CAC 40, on aide vraiment tout le monde, selon la problématique. Et on fait également aussi tout ce qui est tracking analytics, donc vraiment Google Analytics, tout ça. Ça, c'est pas ma partie, mais en tout cas, c'est aussi des choses qu'on fait dans mon entreprise. Et du coup, voilà, on répond à la demande des clients par rapport à ça. Du coup, oui, vraiment, ce que j'avais bien aimé, moi, dans ma formation au wagon, et aujourd'hui que je retrouve, c'est vraiment cet aspect communication, comme je vous disais, très important. Et aussi, voilà, de se focus sur... en fait, on apprend beaucoup de choses dans la data. C'est vrai qu'il faut toujours se maintenir au courant, regarder les évolutions, l'intelligence artificielle, tout ça, c'est vraiment des sujets très importants. Mais en fait, il faut vraiment se focus sur des petites choses, peut-être les masters un peu plus, les bosser à fond. Et en fait, ça m'a, moi, en tout cas, moi, ça m'a aidé. Parce qu'en fait, à vouloir trop tout savoir, à la fin, en fait, c'est quand même que des outils. Donc, de toute façon, un outil, ça s'apprend. Donc, que vous ayez dans telle entreprise, telle entreprise, vous vous adapterez, quoi. Si vous avez la logique, le reste, ça suit, quoi. Donc, moi, j'ai pris ce parti pris-là. Du coup, c'est vrai que j'ai eu la chance de ne pas avoir à chercher un stage après, parce que j'avais déjà fait 5 ans d'études, donc je ne voulais pas me remettre dans un stage, tout ça. Donc, j'ai eu la chance de ne pas faire de stage. J'étais pas la reine des CV non plus, donc j'ai eu la chance de faire des entretiens aussi peut-être plus faciles. C'est vrai que j'ai eu des entretiens pas plus difficiles, mais c'est vrai qu'on se retrouve face à des personnes, comme tu dis, qui connaissent pas trop le monde de la data. C'est pas de leur faute, hein, mais c'est parce qu'il y a tellement de métiers maintenant différents, et puis c'est quand même des métiers très nouveaux que c'est aussi compliqué pour les recruteurs. Donc c'est vrai, quand c'est des grosses entreprises ou c'est des RH, ils ne savent pas toujours aussi poser les bonnes questions, donc ça peut être surprenant. Enfin, moi, on me pose des questions sur des trucs que je n'ai pas mis sur mon CV, je dis je ne sais pas
comment vous dire. Donc voilà, mais non, du coup, enfin voilà pour mon expérience. Des gens en reconversion, en tout cas, moi j'en vois plein parce que je suis dans un coworking où il y a du coup plein de personnes de la tech au sens large, donc beaucoup de développeurs, beaucoup de data analystes. Et s'il y a quand même une grosse communauté aussi d'entraide, donc ça c'est plutôt sympa, du coup pour poser des questions, enfin il y a toujours quelqu'un qui peut répondre. Donc sur n'importe quelle techno, c'est pour ça que ça sert à rien de tout savoir par cœur, parce que de toute façon vous allez toujours trouver quelqu'un qui peut vous aider sur ça. Et après il y a beaucoup de documentation aussi sur internet, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Et donc pour vous dire que la reconversion, entre guillemets, il ne faut pas hésiter, parce que si vous êtes motivé, que vous faites des choses dans votre coin, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a plein de cas où vraiment plutôt développeurs, où en fait pendant 6 mois les gars ils codent, ils ont 50 ans mais ils y vont quoi, ils sont là, ils donnent tout, puis à la fin ils trouvent un job. Donc je me dis il y a vraiment une vraie demande, en tout cas dans la tech, que ce soit data ou dev. Bon, là la data c'est plus ce qui vous concerne, mais en tout cas data analyst, il y a vraiment une vraie demande. Et ça sert à rien de tout savoir, quoi. Vraiment à partir du moment où vous avez la logique, master quelques petits outils clés, puis après le reste ça roule, quoi. Donc voilà, c'est tout pour ma présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pose ma question. Bonjour. Bonjour. Je voulais poser une question justement par rapport à ça. Vu que moi j'ai toujours été dans les ESN et dans des grosses structures, j'étais persuadée, je le savais en fait, que les petites TPE, PME, ils vont en avoir besoin. Sauf que non, ce qu'on fait, c'est que forcément on ne mettait que les consultants pour 2-3 mois. Et est-ce que tu penses que justement les entreprises comme les tiennes, elles vont avoir besoin de toi à long terme avec des nouvelles et de nouvelles tâches? Oui, oui, j'espère en tout cas. parce que en fait, c'est quand même des métiers où... Alors j'ai passé des entretiens pour aussi des entreprises où on vous poste quelque part et puis du coup vous êtes presque dans l'entreprise et du coup c'est un petit peu une position étrange, mais en tout cas j'ai postulé pour ce genre d'entreprise. Et là où je suis, c'est vraiment... en fait on travaille pour des clients, mais on n'a pas besoin d'aller chez eux, parce qu'en fait il ne faut pas oublier que quand même déjà depuis le Covid on fait beaucoup de choses, télétravail et compagnie, et puis en fait on est dans la tech, donc un ordinateur, une bonne caméra et ça roule, quoi. Et du coup, non mais c'est vrai, il y a aussi un peu ce côté-là où c'est un peu la fin des réunionites aiguës des grandes entreprises et du coup, voilà, je pense qu'il n'y a plus, en tout cas la vision de il faut mettre quelqu'un à ce poste-là, certes elle existe toujours, mais maintenant on peut faire autrement. Et du coup, je dirais que j'ai la chance de faire du conseil où j'ai des missions du coup très variées pour différents clients. Mais il y en a qui aimeraient peut-être pas ça, mais c'est vrai que moi j'ai pas forcément besoin de beaucoup me déplacer, donc ce qui m'allait, parce que du coup j'aime bien aussi être chez moi à Lyon, quoi. Du coup ça m'allait bien comme fonctionnement. Alors je vais quand même chez les clients faire des réunions, mais ça reste quand même très ponctuel. Okay. Et donc voilà, ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, nos clients sont contents. On a vraiment des clients one shot où c'est juste une mission ponctuelle, et puis on en a où ça fait plus de 2 ans qu'on travaille avec eux, donc c'est qu'eux, ils trouvent leur compte aussi, quoi. Dernière question. Du coup, c'était pour savoir, à partir du moment où tu es avec les clients, en fait, est-ce qu'ils reviennent à chaque fois, du coup, avec des demandes en plus? Parce que moi, le truc que je me pose à chaque fois, c'est que, vu qu'ils n'ont vraiment rien, vu qu'ils fonctionnent avec des Excel, quand tu leur fais découvrir Looker, Power BI, juste la gestion du stockage, sécurité, protéger, ils ne doivent pas demander genre plus et plus et plus, limite de la magie, parce que... alors pas tout ce qui est vraiment en stockage de données, c'est vrai qu'on leur propose du coup un devis mensuel, parce qu'il y a des clients qui ne veulent pas avoir la responsabilité de si ça casse quelque part, nous on ne sait pas forcément faire. Par contre, sur tout ce qui est visualisation, on les accompagne, on les forme, donc là-dessus après ils savent se débrouiller un minimum.
Après, c'est sûr que s'ils ont des demandes supplémentaires sur ah bon, on veut voir ça en plus, on aimerait ça en plus, là on leur propose de toute façon soit des devis personnalisés juste pour la mission, soit vraiment un accompagnement annuel ou mensuel, ça dépend de ce qu'ils veulent aussi. Donc là-dessus, on s'adapte plutôt bien. Après, comme je disais, vu que la plupart du temps, ils veulent voir des choses simples, un taux de conversion sur un site internet, un chiffre d'affaires, un tunnel de conversion, en fait, c'est quand même des choses où ils ont déjà la connaissance de ça, ils savent très bien de quoi ils parlent, mais du coup, c'est juste que nous, on facilite en faisant du code. Et en fait, voilà, c'est le résultat qui est attendu, parce qu'en soi, le code, une fois qu'il est fait, sauf si eux, ils changent tout leurs données de leur côté, normalement, ça roule pour un moment, quoi. Donc voilà. Ils ont déjà posé toutes les questions. Merci déjà. Comme tu n'as pas fait, vous n'avez pas fait de stage, comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé dans une entreprise? Est-ce que vous vous êtes senti accompagné? Parce que j'imagine quand même passer de 3 mois de bootcamp à être en entreprise, avoir des missions, etc. Si on n'est pas un peu accompagné, ça peut être un peu déjà impressionnant et puis même on peut se sentir vite dépassé. Comment ça s'est passé? Ouais, t'as raison, c'est vrai que j'étais un peu sous l'eau au début. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors, ça me fait penser au portfolio que tu disais. C'est vrai que je m'étais posé la question après le bootcamp, est-ce que je fais quelque chose ou pas? Et en fait, je trouvais que c'était vachement preneur de temps. Et moi, il fallait que je postule pour avoir l'impression d'avoir une journée remplie. Donc après, il y a aussi 2 stratégies. Donc moi, j'ai fait cette stratégie-là. Et au final, ils n'ont pas eu besoin de voir de portfolio parce qu'ils ont vu que j'avais fait le wagon, que j'avais fait que 2 mois. Donc ils ne s'attendaient pas à la lune. Et il y a aussi ça, c'est se dire que déjà, vous avez la démarche de... Enfin, vous avez un CV cohérent ou quand même quelque chose qui fait lien par rapport à ce que vous voulez faire. C'est sûr que si vous partez de zéro, je n'ai pas une idée qui vienne là, c'est sûr que si vous partez, je sais pas, vous êtes vigneron, et que, parce qu'il y a eu un cas, un sommelier qui s'est reconverti dans la data, c'est sûr que ça sera peut-être un petit peu plus difficile parce que il faut apprendre aussi le vocabulaire business d'une entreprise, donc plus difficile. Donc là, peut-être qu'un portfolio, ça peut être intéressant. Travailler vachement de son côté. Enfin, nous, du coup, Patricia qui était avec moi, on travaillait après le wagon, en fait, pendant les 4 mois qu'on suivit, on refaisait les exercices, on bossait quand même les choses, on allait chercher la donnée, l'info. En fait, on se tenait quand même vachement au courant et on ne sortait pas du truc, quoi. Après, oui, le côté accompagnement, je suis d'accord avec toi que c'est pas toujours évident quand tu arrives, tu es un peu jeune et tout dans une entreprise. Surtout que nous, on n'est que 12, donc c'est assez petit. Donc c'est sûr que faut être beaucoup en autonomie. Donc moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas, mais qui, en effet, peut plus déranger certains. Donc il ne faut pas hésiter à aller vachement se documenter tout le temps, passer du temps à chercher l'info. Après, poser des questions, parce qu'on a quand même des managers, donc il faut quand même poser des questions. Mais après, je trouvais que le wagon m'avait quand même donné les clés suffisantes pour ce type de job. Même si c'est sûr que le premier mois, on est vachement impressionné, on se dit « Oula, syndrome de l'imposteur, j'y arriverai jamais et tout ». Mais faut aussi se faire confiance et se dire que de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez une tête bien faite et que voilà, faut y aller, quoi. Merci. Ouais. C'est pour la prise de temps. Oui, est-ce que finalement tu t'es quand même appuyé en fait sur ton expérience dans le marketing en fait au moment de l'entretien sur ce job-là, ou est-ce que tu as complètement mis ça de côté et tu as plus valorisé en fait tes nouvelles compétences que tu as acquises au wagon? Alors j'ai quand même fait un mix des deux, parce que là vraiment je postulais à une offre où je savais que c'était quand même web, data, marketing, donc il y avait quand même un peu cet aspect site internet, le client, vraiment la vision un peu market, donc j'avais quand même un peu le vocabulaire, donc c'est vrai que je me suis quand même servi de cette base. Et puis c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait de la data analyse, parce que je voulais quand même pas, je voulais rester quand même un peu dans ce milieu, parce que ça reste quand même un secteur qui me plaît, le marketing. Après, voilà, du coup j'ai vraiment lié les deux. Après c'est sûr, par contre, il fallait quand même montrer quand même un aspect technique. C'est pour ça qu'il y avait l'entretien technique, le deuxième entretien. Où là vraiment c'était vraiment très lourd
comme entretien. Donc, il faut quand même avoir un peu le bagage. Et là, du coup, même si on n'a pas tout le vocabulaire marketing ou quoi, qui s'apprend d'ailleurs, parce que tout s'apprend dans la vie, hein, mais il ne faut pas que ça soit un frein. C'est pas parce que vous n'avez pas un bagage commerce avant qu'il faut dire bah non, c'est pas pour moi, parce qu'en soi, oui, tout s'apprend. Donc, et puis comme on évalue en tout cas, ils ont évalué les deux, et je pense qu'ils ont aussi, vu que moi techniquement j'étais peut-être un peu plus faible, bon, ils ont quand même fait le pari de me prendre, donc je me dis bon, c'est pas aussi impossible. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup en tout cas. Bravo à vous.